Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à chacune, à chacun. Je suis impressionné par cette salle, par la beauté d'Arcachon que je connaissais quand j'étais enfant puisque mon papa a grandi à Bordeaux. Et il m'a dit hier, quand j'étais adolescent, je venais à Arcachon en vélo. Voilà, donc je suis ravi d'être là pour parler avec vous de la sensibilité et de la haute sensibilité, et bien sûr en lien avec la question du bonheur. Vous verrez que moi je préfère parler de félicité, on aura l'occasion d'en parler, vous aurez quelques pistes pour comprendre pourquoi. Ce qui est important dans ce que je vais dire, c'est justement pas ce que je vais dire. Ce qui est important dans ce que vous allez entendre là, c'est ce que vous ressentez. Et si vous pouvez repartir avec une idée ou une image ou un souvenir venant de vous, en écho à ce que j'ai dit, eh bien je ne serai pas venu pour rien. Et je suis sûr que je ne suis pas venu pour rien. Parce que c'est pas tellement ce que les psys disent qui est important. On dit beaucoup de bêtises, autant que les autres, parfois plus. C'est vraiment comment, dans un cheminement de lecture, de discussion, de conférences, d'ateliers. D'ailleurs, j'étais là tout à l'heure pour l'atelier sur l'amour de soi et c'était vraiment super. C'est comment on vit son expérience. Et finalement, à travers cette expérience, qu'est-ce qu'on apprend ? Laure, on peut lancer la présentation. Alors justement, c'est ça. Vous et moi, ce matin et pendant tout ce congrès, nous vivons une expérience. Ce qui compte, c'est d'écouter ce qui se passe en soi, de se laisser sentir, de se laisser vivre cette expérience. Et c'est pour ça que je fais des pauses comme ça. Pour celles et ceux qui connaissent le focusing, qui est une approche thérapeutique venue des États-Unis et qui a donné naissance à l'approche centrée sur la personne, dans le focusing, on prend tout le temps de sentir ce qui se passe dans le corps avant de parler. Et en séance, là je vais pas pouvoir le faire tout le temps, sinon ça prendrait trop de temps, mais après avoir parlé, on reprend ce temps de sentir ce qui se passe dans le corps pour ajuster. Pour ne pas être dans des mots que tout le monde emploie ou des choses qu'on croit qu'on devrait dire, mais vraiment être en accord avec ce qui se passe en soi. Aujourd'hui, on dit beaucoup être aligné. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, pour placer la barre très haut, et en même temps, c'est accessible, mais en tout cas, notre horizon pour toute cette rencontre, c'est cette belle phrase de Spinoza, le philosophe hollandais. Nous avons des visiteurs et des visiteuses.
en direct de je ne sais pas où. Bon. Tout à l'heure, j'ai senti beaucoup d'anges parmi vous. Bon, c'était peut-être pas elle ou eux, mais bon, on ne sait pas. Donc, Spinoza, la seule perfection, c'est la joie. Et je crois que ça simplifie tout de se rappeler que la seule perfection, c'est la joie. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais simplement de vivre la joie quand elle est là, quand elle se présente. Alors, rapidement, mais je trouve que c'est intéressant de le repréciser, la sensibilité, c'est la faculté d'être vivant. Vous voyez, c'est simple, hein ? La faculté d'être vivant. Quand nous sommes morts, en tout cas désincarnés, il n'y a plus de sensibilité, ou en tout cas plus la sensibilité qui passe par le corps. Il y a d'autres formes de sensibilité, comme nous l'apprennent les très très nombreuses expériences de mort provisoire ou de mort imminente. C'est l'aptitude aussi à réagir, à percevoir, à détecter. Nous naissons tous sensibles, vraiment tous sensibles. Et parfois nous le restons, parfois nous développons notre sensibilité, parfois à cause de l'éducation, à cause des traumatismes, à cause de certaines normes sociales, nous pouvons aussi perdre une partie de notre sensibilité. Rassurez-vous, ça se retrouve. Tous les enfants sont très sensibles jusqu'à 7 ans au moins. Et de ce fait, tous les enfants sont très ouverts à l'intuition, à l'irrationnel, à l'invisible. C'est important quand on est éducatrice ou éducateur, ou quand on pense à un modèle de société qui serait meilleur que celui dans lequel on vit. C'est toujours comme ça, hein, ça se passe comme ça dans l'histoire de l'humanité, on essaye de progresser. Est-ce qu'on a envie de développer notre sensibilité et d'aider nos enfants et nos adolescents à développer leur sensibilité ou pas? C'est une vraie question importante. Alors ça, c'était l'atelier de tout à l'heure. Je prends le temps de m'écouter, de revenir à moi. On va voir que pour les personnes ultra sensibles ou hautement sensibles, c'est vraiment très important. Alors, ces images que vous allez voir régulièrement m'ont été envoyées par une dame canadienne qui, après la lecture du roman À fleur de peau, a repris certains des mantras qui sont en bas de chaque chapitre en les illustrant. Voilà, donc merci à cette dame québécoise pour ses propositions. En fait, nous avons 6 sens, et donc l'intuition serait le 7e sens. Bien sûr, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, les 5 sens les plus connus, mais aussi la kinesthésie, très importante, très importante notamment pour les intuitions. Là, je suis en train de bouger, c'est ma kinesthésie qui me permet de rester en équilibre. Ma kinesthésie me permet aussi de sentir ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que je digère bien? Est-ce que je respire bien? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Etc., etc. Donc ces 6 sens sont très importants. En plus, et surtout chez les personnes ultra-sensibles, nous avons des synesthésies, ce que Charles Baudelaire appelait les correspondances. Donc quand j'écoute de la musique, je vois des paysages, ou des peintures, ou des couleurs. Il y a des mathématiciens qui ne résolvent pas leurs énigmes mathématiques, leurs problèmes mathématiques avec des chiffres, mais justement avec des couleurs ou avec des odeurs, des goûts, etc. Et chacune et chacun de nous, nous avons nos synesthésies. Un parfum, le goût de la Madeleine de Proust, par exemple, réveille un souvenir. C'est une forme de synesthésie. Ce qui montre à quel point la sensibilité est complexe et ramifiée. Quand on va sentir quelque chose, ça va réveiller d'autres sensations. Ça peut être très agréable. Il y a certains moments, s'il y a trop de lumière, trop de bruit, ça peut être désagréable. Maintenant, ce message est bien passé et merci à toutes les personnes qui le font passer depuis des années. Chaque émotion, c'est une information. Nos émotions sont nos amis, nos émotions sont nos alliés, même si elles sont difficiles à vivre. Et en prenant le temps de les accueillir, nous pouvons essayer, c'est pas toujours évident, essayer d'accueillir ce message. Et, ben voilà, la présentation est là, on me l'avait dit, c'est plus simple.
Derrière cette information, il y a souvent un besoin. Si vous êtes de ma génération, je vais bientôt avoir 60 ans. Quand j'étais enfant, dans les années 60, la fin des années 60 et le début des années 70, il y avait un discours « ne t'écoute pas trop, il faut t'endurcir », enfin ce genre de choses. « Ne pense pas à toi ». Bon, je suppose que nos éducateurs et nos parents cherchaient à bien faire, hein. Mais aujourd'hui, on dit un peu le contraire et on a raison. Prends le temps de t'écouter, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi as-tu besoin? Parce qu'à partir du moment où on peut répondre à nos besoins, tout est plus simple, tout devient plus facile. La sensibilité, c'est aussi écouter, exprimer ses sentiments. Par rapport aux émotions, c'est très simple, les sentiments s'installent, ils durent. On peut être amoureuse ou amoureux pendant toute une vie, ou pendant très longtemps. On peut en vouloir à quelqu'un pendant très longtemps, on peut ressentir des peurs qui s'installent, etc., etc. Ça, ce sont nos sentiments. Et bien sûr, les intuitions. On pourrait consacrer toute une conférence aux intuitions, donc je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais pour moi, elles sont très importantes, même si dans nos sociétés extrêmement techniques et rationnelles, on ne les voit pas toujours d'un très bon œil. Moi, je peux vous dire, d'expérience, 60 ans d'expérience, pour moi-même, mes enfants, mes proches, mes patientes et mes patients, l'intuition, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, c'est ce que nous allons voir dans toutes les diapositives qui suivent sur la haute sensibilité. Parfois, nous parlons de nous d'une façon qui n'est pas favorable, qui ne nous est pas favorable. Le mieux, c'est de parler de soi d'une façon qui est favorable. Et ça peut demander vraiment un changement profond. Bon, parfois non, il y a des personnes qui heureusement parlent d'elles de façon favorable, mais si on prend conscience qu'on parle de soi de façon défavorable, ça mérite un peu d'énergie, pas envie de parler d'effort, mais un peu d'énergie supplémentaire pour faire attention à ce qu'on dit sur soi. Alors, on arrive à un point un peu difficile pour le public français, puisque nous avons été habitués avec une mauvaise traduction d'Hélène Aron. Donc, Hélène Aron, c'est la chercheuse américaine la pionnière dans les recherches sur la haute sensibilité, qui parle de highly sensitive person, personne hautement sensible, depuis 1996, avec toutes sortes d'études qu'elle a fait avec son mari Arthur et d'autres personnes aux États-Unis. Et elle parle vraiment de haute sensibilité. La personne qui a traduit Hélène Aron pour son premier livre a fait un mauvais choix, que je vais vous expliquer après pourquoi c'était un mauvais choix, et a parlé d'hypersensibilité, ce qui n'est pas une bonne idée. Nous avons la chance, nous les francophones, parce que depuis le XIXe siècle, les poètes et les artistes utilisent un autre mot qui veut dire exactement la même chose, si on prend la sémantique, si on prend la sémiologie, c'est l'ultrasensibilité, ou se dire ultra-sensible, parce que ultra, c'est le plus haut niveau 2. Donc quand on dit ultra-sensibilité, on parle de sensibilité élevée, on parle de haute sensibilité. Alors, en français, c'est vrai que c'est un peu plus long à dire qu'en anglais. Ça donne personne hautement sensible. C'est un peu plus long. Sinon, on peut dire personne ultra sensible. Les Belges disent fort sensible, ou même dans le nord de la France, on dit fort sensible. Et tout simplement, on peut dire je suis très sensible. C'est déjà clair. Alors, le problème d'hyper, c'est que ça veut dire trop. Ça veut dire qu'il y a un excès. Et quand on vous dit tu es trop sensible, c'est pas vrai. Bon, déjà, ça ne fait pas plaisir du tout. Je suis sensible comme je suis sensible, c'est comme ça. On verra, c'est un trait, c'est quelque chose qui fait partie de nous, mais ça n'est pas trop. Donc c'est gênant que ce mot veuille dire trop. Mais en plus, depuis le XVIIe siècle, le préfixe hyper est utilisé en médecine pour désigner des maladies, des troubles. L'hypertension, l'hyperphagie, l'hyperthyroïdie et des hypersensibilités du côlon, etc. Il y a des hypersensibilités de toutes les zones du corps. Donc je sais que c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on a entendu et on a lu, et les éditeurs continuent à mettre dans les titres toujours le même mot, hypersensibilité ou hypersensible, mais ils nous desserrent. Donc quand on peut, il y a des moments où ça nous échappe et c'est pas grave du tout, l'essentiel c'est de comprendre ce qu'on veut dire, mais quand on peut, c'est mieux de parler de haute sensibilité ou d'ultrasensibilité. Alors, bonne nouvelle, cette haute sensibilité concerne 30% de la population mondiale. Là encore, les chiffres ne sont pas assez connus.
Hélène Aron, quand elle a commencé en 1996, elle a fait une petite étude en Californie au téléphone pour essayer de se rendre compte combien de personnes correspondaient à ce trait de la haute sensibilité. Et elle avait découvert que c'était entre 15 à 20% de la population, ce qui est déjà beaucoup, 15 à 20% de la population selon sa première étude. Mais en 2018, une équipe de 10 chercheurs internationaux a fait 2 études. Une équipe de 10 chercheurs internationaux a mené 2 études, une auprès des jeunes de 10 à 15 ans et une auprès d'adultes, sur les 5 continents. Donc c'est une étude anglo-saxonne, mais sur les 5 continents, et elle est arrivée à 31% de la population mondiale serait hautement sensible. Donc on ne va pas dire 31%, ce serait un peu... Mais on est environ, je dis on parce que j'en fais partie, 30% de la population à être hautement sensible, c'est énorme. Ça veut dire que dans une famille, dans une classe, ici je pense qu'on est beaucoup plus nombreux, mais en tout cas, partout où on va, il y a un tiers de la population, un tiers du groupe, un tiers des personnes qu'on côtoie qui sont hautement sensibles. Dans une étude que nous avons menée à l'Observatoire de la sensibilité en 2019, nous avons eu une très bonne nouvelle, c'est que la moitié des personnes hautement sensibles a trouvé comment bien le vivre. Parce que souvent, dans les livres ou sur les... Bon, moins maintenant, mais en tout cas sur les réseaux sociaux ou les forums, on entend des personnes qui mettent en avant les difficultés, et il y en a, de vivre sa haute sensibilité. Néanmoins, une majorité de personnes a découvert petit à petit, chemin faisant, dans sa vie, par des thérapies parfois, ou des discussions, comment bien vivre sa haute sensibilité. Alors ça c'est important aussi. Au début, Hélène Aron a cru que c'était très lié à l'introversion. Et en fait, il y a... Alors elle dit la moitié d'introvertis, la moitié d'extravertis. En francophonie, nous avons fait une étude un tout petit peu plus précise puisqu'on a introduit l'ambiversion. Qu'est-ce que c'est d'être ambiverti? C'est d'être introverti dans certaines circonstances, notamment quand il y a du monde ou quand on ne connaît pas les personnes, et de pouvoir être extraverti en famille ou avec des amis, ou quand on se sent très bien. Donc il y aurait un petit tiers d'introvertis, un petit tiers d'extravertis et un bon tiers d'ambivertis parmi les personnes hautement sensibles. Le plus grand défi, ou le plus fort enjeu, les mots que j'emploie ne sont pas très importants, laissez résonner en vous ce que ça veut dire. Le plus important, c'est d'accepter cette sensibilité. Puisque je suis sensible, je m'accepte sensible, parce que si je lutte contre cette sensibilité en croyant qu'elle est mauvaise, ou pire, qu'elle est anormale, je me fais du mal, je m'épuise, je n'y arriverai pas. De toute façon, je n'y arriverai pas. Donc, je préfère le dire d'emblée, l'enjeu, le défi, le projet, c'est de s'accepter soi-même avec cette sensibilité et, chose parfois plus difficile, d'accepter ses proches ou ses enfants avec cette sensibilité. C'est vrai, il y a des moments où ce n'est pas facile. Tout simplement, la définition de la haute sensibilité, c'est une sensibilité plus élevée que la moyenne. Vous voyez, c'est pas sorcier, Une sensibilité plus élevée que la moyenne. Hélène Aron et tous les chercheurs internationaux insistent sur le fait que c'est un continuum. Il y a 70% de personnes peu sensibles ou moyennement sensibles, et il n'y a pas de rupture avec les personnes hautement sensibles. Ça continue. Et dans les personnes hautement sensibles, il y en a qui vont être plus ou moins sensibles à telle ou telle chose. Plus sensibles au bruit, plus sensibles à la lumière, plus sensibles aux odeurs, plus sensibles au toucher, plus sensibles à certaines saveurs, plus émotives ou perturbées par leurs émotions, avoir plus d'intuition, avoir plus d'imagination, etc. C'est-à-dire que même parmi les personnes hautement sensibles, nous ne sommes pas... Il n'y a pas de portrait robot, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certaines personnes sur les réseaux sociaux. En fait, une fois qu'on a repéré qu'on est dans cette sensibilité plus élevée que la moyenne, et je vais vous expliquer en quoi elle consiste tout de suite après, eh bien nous avons chacune et chacun nos façons de la vivre et ça peut changer au cours de la vie. Donc du point de vue neurologique, les neurones et le cerveau, et du point de vue neurobiologique, le système nerveux, le corps, nous avons un seuil de détection plus bas que les autres. Et quand on dit « je suis sans filtre », c'est vrai. Au début, moi j'entendais ça, toutes les personnes hautement sensibles disaient « je suis sans filtre ». Eh bien c'est vrai. On s'est rendu compte que le thalamus, qui est dans le cerveau et le centre de tri,
qui fait la sélection des informations qu'on va garder ou pas garder, eh bien chez nous, les personnes hautement sensibles, le thalamus est en sous-fonctionnement. Il est en sous-activité. C'est la seule zone du cerveau qui est en sous-activité, c'est le thalamus. Ce qui fait qu'effectivement, nous sommes tout le temps bombardés par des informations sensorielles, émotionnelles, intuitives, cognitives, etc. C'est compliqué, hein? Alors, au niveau de l'amygdale, nous sommes plus vigilantes et plus vigilants parce que nous sommes plus prudents et plus prudentes. Dans les troupeaux d'animaux, c'est très important de le savoir, dans les troupeaux d'animaux, il y a aussi des individus hautement sensibles. Ce sont elles et eux qui donnent l'alerte quand il y a un danger. Un individu animal s'en va, tout le troupeau le suit. Un individu animal hautement sensible quitte le champ, tout le troupeau le suit, parce qu'ils savent que cet individu-là, cet animal-là, a détecté quelque chose qui ne va pas. Et inversement, en période de sécheresse ou de famine, ce sont les animaux hautement sensibles qui vont trouver les points d'eau et qui vont trouver les endroits où il y a de quoi se nourrir. Le jour où le monde suivra les alertes données par les personnes ultrasensibles, le monde ira beaucoup mieux. Merci. Message à faire passer, parce que pour l'instant, bon, les choses ont changé. Moi, ça fait 25 ans que je cherche sur le sujet et ça a beaucoup évolué. Mais quand on aura compris qu'au-delà des difficultés que peut créer dans les relations, par exemple, une haute sensibilité, le fait que nous ayons cette haute sensibilité, ça nous permet finalement d'apporter des choses fabuleuses à l'ensemble de la société. Le cortex singulaire antérieur, c'est la zone de la douleur. Ça aussi, c'est très important. Nous ressentons les douleurs physiques et morales 40% plus fort que les autres. Quand j'étais enfant, mes parents me disaient « Mais qu'est-ce que tu es douillet ?» En fait, j'étais très courageux. Parce que pour supporter des choses, quand on ressent la douleur 40% plus fort, je chouinais peut-être un peu, hein, mais bon. En fait, nous sommes très courageuses et très courageux. Nous ressentons tout beaucoup plus fort, y compris les douleurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau du front? Il y a l'insula. L'insula, c'est une espèce d'amande avec une face extérieure vers les autres et une face intérieure vers nous-mêmes. Au niveau de la face extérieure vers les autres, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont les centres de l'imitation, très très importantes pour l'apprentissage, les centres de l'apprentissage justement, et de l'empathie, de la compassion. Ce qui fait que les personnes hautement sensibles, potentiellement, sont plus disposées à être empathiques, à l'écoute, etc. Je dis potentiellement parce qu'en 25 ans, nous avons malheureusement trouvé des personnes hautement sensibles qui manquaient beaucoup d'empathie. Donc ça peut arriver. Hélène Aron explique que quand on sature, on peut aussi manquer ponctuellement d'empathie. Mais bon, voilà. Le plus souvent, nous faisons preuve d'empathie, et parfois trop. Ça demande de pouvoir aussi réguler cette empathie. Du côté interne de l'insula, c'est la conscience de soi. Nous sommes des personnes, et c'est comme ça, qui avons plus conscience de nous-mêmes, et de ce que nous faisons, et de ce que nous disons, et de ce qu'on nous a dit, et de ce qu'on aurait pu faire. Et c'est pour ça que ça tricote sans cesse dans notre cerveau. Alors, laissez tomber tous les livres qui vous promettent d'arrêter de penser. Ça n'est pas possible. À tel point qu'une étude récente montre que quand une personne ultrasensible se repose, contrairement aux autres personnes, son cerveau continue à travailler. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tellement de stimuli, tellement d'informations, que le cerveau n'a pas eu le temps de tout traiter. Et ça vient après, pendant la sieste, pendant une méditation, pendant la nuit, surtout s'il y a une insomnie. Vous voyez, le fait de savoir ça, on arrête de se culpabiliser en se disant « mais pourquoi je pense trop ?» Non, on ne pense pas trop, on pense, c'est comme ça. Chez nous, ça se fait comme ça. Et alors bien sûr, on va le voir, nous sommes plus fatigables. Ça fait très longtemps que je le dis, je suis ravi que Zhao de Sagazan le répète, parce qu'elle touche un beaucoup plus large public que moi. Un être humain n'est jamais trop sensible, un être humain n'est jamais trop humain, un être humain n'est jamais trop vivant. Donc soyons sensibles, soyons humains, soyons vivants.
pas de cloche de verre, pas de chape de plomb, pas de castration. Nous sommes sensibles et c'est très bien. Alors, les 5 caractéristiques scientifiques de la haute sensibilité, je vais essayer de passer vite. La première, c'est un traitement sensoriel approfondi des informations. Traitement sensoriel approfondi des informations, c'est la définition qu'en donne Hélène Aron, et ça correspond à ce côté sans filtre. L'observation, le sens des détails, le doute, le perfectionnisme. Deuxième caractéristique qui en découle directement, c'est la surstimulation. Comme nous sommes sans filtre, nous recevons toutes les informations, au bout d'un moment ça fait beaucoup, nous saturons. Quand nous saturons, nous devenons irritables, c'est imparable, en tout cas chez moi c'est imparable. Je deviens irritable et je ne fais pas exprès et après je m'en veux, pourquoi? Bon bref. Si nous avons faim, ça risque d'arriver aussi, mais en tout cas, sentez que dès que vous êtes un peu irritable, c'est que vous saturez. La seule chose à faire, c'est une pause. Un endroit tranquille, au moins fermer les yeux, boire, aller faire un tour. 5 minutes peuvent suffire. Faites-le. Ça peut changer votre vie. Troisième caractéristique, la plus connue du grand public, c'est la réactivité émotionnelle. Nous ne sommes pas forcément hyper émotifs. Voilà. Peut-être, hein, certaines et certains, mais non. En revanche, nous avons des émotions plus variées et plus variables. Parfois, ça donne des montagnes russes. On peut passer d'une super bonne humeur le matin à une humeur déplorable l'après-midi et de nouveau le soir, on est en super forme. C'est comme ça. Nous avons des émotions plus variées, plus variables, plus intenses. C'est lié à tout ce que j'ai expliqué au niveau du cerveau tout à l'heure. Toutes ces zones du cerveau sont en suractivité. Ça donne une espèce de symphonie pas possible. Et en plus, plus durable, elle dure plus longtemps que chez les autres. Et en plus, nous sommes des éponges émotionnelles. Ça veut dire, tout simplement, l'image est bonne, que nous sommes perméables, nous sommes poreuses et poreux aux émotions des autres. Et là, c'est très important de le savoir. À partir de maintenant, essayez de ressentir dans quelle émotion vous êtes quand vous allez arriver au travail, quand vous allez arriver à une réunion, quand vous allez arriver dans un groupe ou même un restaurant. Peu importe le lieu ou le groupe. Vous vous centrez sur votre émotion. Vous entrez dans ce lieu où vous rencontrez une personne. Pof, vous êtes dans une autre émotion. Vous pouvez être sûr à 100% que ce n'est pas votre émotion. Et cette hygiène-là, ce tri-là, il est tout à fait important parce que pendant longtemps, on est tellement avec plein d'émotions qu'on ne sait pas si c'est les nôtres, pas les nôtres, comment on va faire. Mais on ne peut rien faire avec les émotions des autres. Je peux essayer de me débrouiller avec mes propres émotions, mais si je suis envahi par l'émotion de quelqu'un d'autre, c'est son émotion, je ne peux rien en faire. Donc le fait de se centrer sur sa propre émotion ou ses propres émotions avant des rencontres nous aide à tout de suite dire « Ouh là là, cette colère, c'est pas la mienne, cette tristesse, c'est pas la mienne, etc. » Bon, quand c'est la joie, ça va, on peut laisser. La surprise, etc. Mais la honte, la peur, la colère et la tristesse, non, on n'a pas besoin de s'alourdir avec des émotions qui ne sont pas les nôtres. Quelque chose de très important mis en évidence par Hélène Aron, c'est la perception des nuances et des subtilités. C'est super important parce que nous allons accorder de l'importance au langage non verbal, pas seulement à ce qu'on nous dit, au choix des mots, si déjà nous y faisons attention, mais aussi à la façon dont c'est dit, à la posture, à la mimique, à l'intonation, au regard, aux grimaces, etc. Et après, parfois, dans ces fameuses pauses, sieste ou nuit ou insomnie, où le cerveau continue à tourner, on peut se demander « mais elle m'a dit ça avec ce regard-là. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ou alors « il a dit ça sur ce ton-là. Mais pourquoi ?» Nous nous posons des questions. Et nous sentons, du coup, quand les personnes ne sont pas en accord avec elles-mêmes, quand elles ne sont pas alignées. Ça, c'est très important. Finalement, ça, c'est une superbe qualité. De se dire « oh là là !» Là, il y a un décalage entre ce que la personne vient de dire et comment elle s'est comportée. Donc, ça nous permet d'être dans cette vigilance qui, chez les animaux, sauve les troupeaux et qui, un jour, sauvera l'humanité, je l'espère. La 5e caractéristique a été définie par 2 autres chercheurs qu'Hélène Aron et son équipe, Michael Plus, un biologiste britannique, et Thomas Boyce, un pédiatre américain. Thomas Boyce, c'est celui qui parle des enfants orchidées.
Ces deux chercheurs ont mis en évidence ce qu'ils appellent la susceptibilité différentielle, et en français ça sonne mal. Heureusement, ils parlent aussi de sensibilité avantageuse, et en français ça sonne bien. Sensibilité avantageuse, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre l'exemple d'un enfant, mais c'est valable pour les adultes. Un enfant qui grandit dans un environnement de stress, de violence, de racisme, de misère, etc., de maltraitance, cet enfant, ou de négligence, cet enfant va être plus vous pouvez nous accepter à ne pas trop montrer qu'on était hautement sensible. Eh bien, je crois que l'heure a tourné, l'heure est venue pour nous toutes et tous de montrer notre grande sensibilité telle qu'elle est. Je vous rappelle que Marie-France de Palacio, qui est une chercheuse en lettres, a mis en évidence qu'en Europe, au XVIe siècle et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, la sensibilité était la qualité fondamentale, la qualité essentielle que devait avoir tout le monde, hommes comme femmes, et notamment les hommes, devaient pouvoir pleurer en public. Un homme qui n'était pas capable de pleurer en public, c'était quelqu'un qui n'était pas considéré comme vraiment accompli. Alors il s'est passé beaucoup de choses au XIXe siècle, au XXe siècle. XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, voilà, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Très important de savoir que dans notre culture, et c'était comme ça dans toute l'Europe, la sensibilité était la qualité fondamentale. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut aussi y revenir, il y a des cycles. Alors, je vois que l'heure tourne. Pour vivre mieux sa sensibilité, ce qui est le plus important du point de vue concret, tout compte, on l'a vu. Cette sensibilité avantageuse, elle va s'appuyer sur tout. Alors, il vaut mieux manger une alimentation qui nous correspond. Là, c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. Je vais vous dire ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu tout le monde, hein, donc il y a aussi des choses qui peuvent vous concerner que je ne vais pas dire. Ne le prenez pas au pied de la lettre. Il y a des personnes pour qui ça va être juste et d'autres pour qui ça ne va pas correspondre. Dans ce que j'ai entendu, les personnes ultra sensibles supporteraient mal soit le gluten, soit les produits laitiers, soit le sucre, soit les trois, ce qui est mon cas. Mais ça peut être, pas forcément les trois, ça peut être soit le gluten, soit les produits laitiers, soit le sucre, soit les trois, ou deux, ou trois. Dans les boissons, bien sûr qu'on nous dit que le café est bon pour la santé, le thé est bon pour la santé, le chocolat est bon pour la santé. C'est vrai, sur le papier. Mais moi, j'essaye de boire du café, de boire du thé ou de manger du chocolat. Enfin, un carré de chocolat, ça passe, mais si j'en mange trop, je suis une pile électrique. Et ça n'est pas agréable, ni pour moi, ni pour les autres. Ah, sur moi, ça fait cet effet-là. Sur moi, ça fait cet effet-là, et j'ai des patients et des patientes sur qui ça fait cet effet-là. Bon, justement, mais c'est intéressant. Il y a des personnes qui vont supporter de manger du chocolat, d'autres pas. Nous avons besoin de beaucoup dormir. Hélène Aron, comme moi, avons à peu près au même moment mis en évidence le fait que les personnes ultrasensibles ont besoin de dormir 1 heure de plus que les autres, à peu près. Alors il y a des exceptions, encore une fois. J'ai une patiente qui est ultrasensible et qui dort très peu. Bon, mais elle vit dans la nature, elle ne travaille pas, elle se régénère d'une autre façon. Mais le plus souvent, nous avons besoin de dormir plus. 8 à 9 heures serait l'idéal. Et là encore, comme à certains moments le cerveau va travailler, ne nous attendons pas à une nuit avec 8 heures consécutives de sommeil. Si on dort 3 heures, puis qu'on a 1 heure d'insomnie et qu'on redort 3 heures, 4 heures, c'est déjà bien. Hélène Aron dit le fait d'être allongé dans le noir pendant 8 heures, c'est bien. Ça permet au corps de se reposer. Donc, ce n'est pas la peine de se dire, puisque je dois bien dormir, je n'ai pas droit aux insomnies. Quand il y a des insomnies, elles sont là. Nous avons besoin de nature plus que les autres. C'est important d'aller se promener dans la nature, d'être en contact avec les fleurs, les oiseaux, les abeilles, etc., les arbres, de les embrasser ou de leur parler, etc. Nous sommes généralement très proches des animaux et ils le sentent. Chats, chiens, chevaux notamment, enfin tous les animaux qui sont proches des humains ou ceux que nous avons apprivoisés. Et nous sommes généralement très créatives et très créatifs. Pearl Buck, je ne connais plus de mémoire, son très très beau, sa très belle déclaration sur les personnes ultrasensibles. Pearl Buck dit que si on ne crée pas, on meurt. On se flétrit en tout cas.
Donc trouvons dans notre vie, ça peut être une création artistique, on peut faire du chant, de la danse, de la peinture, de la sculpture, du dessin, ce qu'on veut, mais ça peut être des bouquets, ça peut être du jardinage, ça peut être de la cuisine, ça peut être dans la décoration, ce qu'on veut, même le choix des voyages, mais soyons créatives et créatifs, ou dans notre travail. Comme je le disais pour la sensibilité avantageuse, essayons de créer pour nous un cocon favorable. Nous avons besoin de cette protection, c'est comme ça. Que chez nous, ce soit vraiment l'endroit qui corresponde le mieux au niveau des énergies, de la lumière, du calme, des plantes. On le sait pour tout le monde que quand il y a des plantes vertes, nous allons mieux. Donc voilà, trouvons ce qui est le mieux. Au travail, c'est difficile, mais bon, on peut trouver un métier qui nous correspond. Le plus souvent, je rencontre des personnes hautement sensibles qui sont indépendantes, qui à un moment ou un autre ont fait le choix d'être auto-entrepreneurs ou de créer leur propre entreprise. Sinon, de travailler plus en télétravail quand c'est possible, de choisir des entreprises libérées. Alors, je les ai longtemps idéalisées, ces entreprises libérées, celles qui sont sans hiérarchie. Bon, comme tout groupe humain, il peut y avoir des difficultés, des conflits ou des tensions. Nous avons besoin de nos amis, ils sont très importants pour nous, et d'une bonne relation amoureuse quand c'est possible. Ce n'est pas si évident que ça de rencontrer la personne juste pour soi. Mais surtout de préciser à ces personnes. Alors on n'a pas forcément besoin de leur dire « je suis ultra sensible, je suis hautement sensible, voilà ce que c'est », mais on peut leur dire « je n'aime pas les films violents, je ne peux pas manger de ça », ou « j'ai besoin d'un certain rituel avant de m'endormir », d'expliquer. Je préfère les soirées à peu de personnes. Quand il y a trop de monde, je me fatigue trop vite. Enfin, vous pouvez expliquer ce qui vous correspond dans votre sensibilité pour que vos amis et votre compagne ou votre compagnon de vie connaissent ce qui est important pour vous. C'est important de trouver un équilibre entre sensibilité et intelligence. Je pense, moi, pour ma part, que l'intelligence naît de la sensibilité, mais on m'a rétorqué, et c'est vrai, qu'il y a des personnes qui sont uniquement dans l'intelligence intellectuelle, rationnelle, etc., mentale. Bon, pour moi, la véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur, donc elle est complètement liée à notre sensibilité. Et pour celles et ceux qui connaissent la communication non violente, c'est très aidant dans les relations quand on est très sensible. Je le résume très rapidement. Ce que j'observe, ce que je constate pour moi, et je le dis avec je, ce que je ressens par rapport à cette situation, ce dont j'ai besoin par rapport à ce que je ressens et cette situation, et je pose une demande qui peut être refusée. Et l'autre peut, s'il accepte, dans le couple et avec les amis, c'est très très aidant. L'autre peut suivre la même démarche. Par rapport à une situation conflictuelle, je vais dire « j'observe, je sens, j'ai besoin, je te demande », et l'autre va suivre le même processus. Moi, de mon côté, j'observe, je ressens, j'ai besoin et je te demande. Et après, on essaie de trouver un modus vivendi. En pratique, vous connaissez toutes et tous l'exercice d'ancrage qui consiste, debout, assise, assis ou allongé, à se reconnecter à ces supports. Donc debout ou assis, c'est plus facile à expliquer. Je sens mes pieds posés sur le sol. Je peux le faire là en vous parlant. Je peux le faire en attendant le bus, le train, le métro, etc. Je sens mes pieds connectés au sol. Et je peux même fermer les yeux. Même dans le métro, on peut fermer les yeux. Ou dans le bus, ou dans le train, etc. Si on est assise ou assis, c'est encore plus simple. Je sens mes deux pieds posés par terre. À partir de là, si j'ai le temps, je peux faire un voyage dans le corps, ce qu'on appelle maintenant un scan corporel, de tout le corps, pour sentir les différents membres et les différents muscles et les différents organes, etc., pour monter jusqu'au sommet du crâne. Mais déjà, rien que le fait de se réancrer, sentir ses pieds posés par terre. Si on a un jardin, c'est encore mieux de le faire dans le jardin pour bien sentir la terre. Sinon, on imagine qu'on est dans un jardin et qu'on sent, par exemple, les pieds nus sur l'herbe ou dans le sable, et qu'on sent la terre, Gaïa, qui nous porte. Si on a un peu plus de temps, on écoute sa respiration, le va-et-vient de sa respiration. Comme en sophrologie, on n'a pas besoin d'intervenir sur sa respiration quand on fait cet exercice. On écoute. Et ça permet de faire une pause efficace. Alors au travail, je recommande de fermer les yeux. On peut faire le palming, on met ses mains dans les paumes, et on pose sa tête sur ses mains, donc les yeux sur les paumes, et les coudes par exemple sur le bureau. Le fait de fermer les yeux pendant 30 secondes à 1 minute, le mieux c'est 1 minute, permettrait, d'après les chercheurs,
d'apaiser complètement le cerveau. Enfin, complètement, non, j'exagère, d'apaiser le cerveau. Donc voilà l'exercice d'ancrage. Et puis quand on peut, il y a des moments où on peut, d'autres moments où on ne peut pas. Mais quand on peut, accueillir les ressentis de l'instant. Voilà ce que je ressens là maintenant, les sensations, les émotions, sensations agréables, désagréables, émotions faciles, difficiles. J'accueille. Stephen Porges, qui est l'inventeur, en tout cas le révélateur de la théorie polyvagale, de cette importance de notre système nerveux autonome qui a 3 branches, maintenant on le sait. Avant on pensait qu'il n'y avait que 2 branches, le système sympathique et le système parasympathique. Maintenant on sait que dans le système parasympathique il y a 2 branches. Donc simplement pour vous rappeler. Donc, je vais vous dire sa citation et après je vous rappelle de quoi il s'agit. Je me sens donc je suis. C'est vrai qu'on est passé de la culture cartésienne, je pense donc je suis, intéressante en philosophie, hein. On ne va pas nier l'apport de Descartes, mais pour nous, dans la vie quotidienne, c'était plus important de dire je sens donc je suis. Donc on est déjà passé à ça. Puis Stephen Porges, lui, dit je me sens donc je suis. Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Donc ce système nerveux autonome, il a 3 branches. La première branche, c'est le fameux nerf vague ventral. Pourquoi nerf vague? Parce que c'est le nerf vagabond, le nerf le plus long du corps. Et il a une très grande branche ventrale qui part des yeux, des oreilles, passe par la tête, passe ici, les ostéopathes le connaissent bien, passe sur les côtés du cou et va descendre partout dans le corps, lié, j'ai une mouche qui m'aime bien, lié au cœur, à la respiration, au diaphragme et à la digestion. Donc quand tout va bien, que je suis en confiance, engagé dans des bonnes relations fiables, etc., quand je me sens bien et que je peux être créative ou créatif, c'est ce nerf vague ventral qui est en activité, qui fait son travail. Et je digère bien, tout se passe bien. Quand il y a un stress, ou un choc, ou un risque, mon système sympathique va s'activer naturellement pour me préparer à répondre à ce stress ou à ce choc ou à ce risque. Je vais donc avoir de l'adrénaline qui va se circuler dans le sang, qui va être générée par mes glandes surrénales, et je me prépare à fuir, à combattre ou à rejeter. Souvent on dit fuir et combattre, c'est vrai, mais parfois repousser suffit. Donc on a cette mobilisation de la respiration du corps et des muscles pour pouvoir agir. Et si ça dure 5, 10 minutes, un quart d'heure, aucun problème, le corps retrouve l'équilibre après. Troisième branche de ce système nerveux autonome, c'est le nerf vague dorsal, qui lui n'intervient que quand il y a un vrai danger concernant notre survie ou qu'on croit, parce que parfois on le croit, qu'il y a un danger concernant notre survie ou qu'un traumatisme ancien est réveillé par une situation présente. Dans ce cas-là, c'est le nerf vague dorsal qui s'active et qui va me figer. On parle d'hébétude, de sidération, de paralysie, d'immobilisation, voire de dissociation. Quand on a l'impression d'être cotonneux, de ne plus pouvoir rien faire, de ne pas savoir quoi répondre à quelqu'un qui nous agresse, c'est notre nerf vague dorsal qui s'est activé pour nous protéger. Donc le mieux, quand on peut, c'est d'avoir des pratiques qui permettent de retrouver l'activité naturelle du nerf vague ventral. L'ancrage en est une, la sophrologie le permet, la marche dans la nature, écouter de la musique calme, ou la musique qu'on aime d'ailleurs, parfois ça va être danser, quand on a un surcroît d'énergie parce qu'on s'est mobilisé, on peut avoir besoin de bouger, de danser, etc. Et bien sûr la respiration. Ça, c'est une de mes profs de chant qui disait « le souffle est ton meilleur ami ». En fait, c'est vrai dans tous les cas, c'est pas que pour le chant, c'est vrai dans tous les cas, dans toutes les situations de la vie. Simplement vous dire que contrairement à une idée un peu répandue, dans le cas où on souhaite se calmer, se poser, s'ancrer, se recentrer, revenir en soi, ce qui va nous aider, c'est l'expiration. On a une vingtaine d'études scientifiques
qui le corroborent, plus des millénaires de pratique de la respiration en Asie, mais aussi les chanteurs d'opéra vous le diront. Ce qui va nous calmer, c'est de souffler lentement et longtemps. Donc il y a des exercices où on va petit à petit allonger. Donc on peut faire de la cohérence cardiaque, c'est très très bien, hein, c'est super. Mais si on a vraiment besoin de se calmer, on va allonger le temps de l'expiration sur par exemple 6 secondes pour 3 secondes d'inspiration, 8 secondes, passer après 8 secondes pour 4 secondes d'inspiration. Donc tous ces exercices avec un souffle long, dans le langage populaire on dit, ou courant, on dit « j'ai besoin de souffler ». C'est apprendre au pied de la lettre cette fois-ci, hein, l'image est vraie. On a besoin de... Alors on peut le faire le nez, la bouche fermée, hein, on peut le faire par le nez. Celles et ceux qui sont intéressés par toutes les études sur la respiration, vous pouvez les trouver en anglais sur Internet, mais il y a sinon un livre qui est passionnant qui s'appelle « Respirer ». J'ai oublié le nom de l'auteur, c'est un journaliste américain, un petit livre de poche chez Pocket qui s'appelle « Respirer » et qui explique très bien tout ça. Donc le nerf vague ventral, on en a parlé. La gratitude nous aime, la gratitude nous aide, pardon. On peut le laisser comme ça. Je commence à être un peu fatigué et je vais vous laisser la parole. La gratitude est très importante dans nos vies, mais encore une fois, et j'en discutais avec des collègues américains, ne forçons pas les choses. Si à un certain moment on n'arrive pas à ressentir de la gratitude, c'est comme ça, hein. Mais dans les moments où on sent que ça pourrait être là ou que c'est là, profitons-en, prenons le temps, savourons cette gratitude et essayons de l'inscrire en nous comme une ressource pour d'autres situations. Et aussi le fait de se relier aux autres. Je vais terminer là-dessus pour vous laisser la parole parce que peut-être qu'il y a des questions. Le fait de se relier aux autres, ça c'est un cercle de femmes. Ce serait bien qu'il y ait plus de cercles d'hommes, mais ça viendra. C'est important de se relier aux autres. Je vais conclure là-dessus, les 3 connexions fondamentales, essentielles pour les Amérindiens. La première connexion sans laquelle je ne peux pas vivre les autres, c'est la connexion à moi-même. Voilà la sagesse amérindienne. Je me connecte à moi-même. Une fois que je suis en lien avec moi-même, je peux me connecter à la nature, à la terre et la nature. Et seulement quand je suis connecté à moi-même et à la nature, la terre notamment, mais tous les éléments, la nature, le vivant, je peux vraiment me connecter aux autres. Merci pour votre écoute. Merci. Merci. Oui, s'il vous plaît. Oui, si vous avez des questions. Oui, donc bonjour et merci pour tout ce que vous nous avez dit. Moi, j'aimerais revenir sur ce concept de résilience, parce que comme c'est quand même très difficile quand on est ultra sensible dans le monde professionnel, par exemple, surtout quand ça commence là un peu à changer, et on est obligé de lutter, d'adopter des postures différentes, puis au début aussi peut-être qu'on ne sait même pas nous-mêmes qu'on est ultra sensible, on se pense plus faible, etc. Alors si ce n'est pas de la résilience, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on lutte quand même, on lutte tout le temps, et puis on arrive à s'en sortir au prix de pas mal d'expériences difficiles. Donc ça m'a un peu étonné, vous disiez qu'on a du mal à être résilient. J'aimerais bien si vous pouvez en parler un peu plus. Merci. Oui, en fait, je vous dis ce que disent les chercheurs internationaux, ce que j'ai découvert. C'est tout, c'est un repère. Après, vous utilisez le mot résilience dans un certain sens qui correspond à votre expérience de vie. Et pour vous, c'est différent. Donc déjà, il y a ça, c'est-à-dire, bien sûr que moi j'ai un travail de chercheur, donc j'essaye d'être rigoureux sur les thèmes, sur les études, etc., et de dire ce qu'on a découvert.
Après, chacune et chacun de vous, vous vivez les choses à votre façon, et si ce mot-là vous convient, il vous convient. Oui, ça, on peut le remplacer par quoi? Alors, on peut le remplacer. Il y a des chercheurs en dehors du champ de la psychologie qui ont beaucoup critiqué la résilience, et notamment Olivier Amand. Olivier Amand, c'est un biologiste qui lutte contre la société de l'ultra-performance et qui parle, lui, de robustesse. Bon. Donc, c'est son mot à lui, et il dit pourquoi il n'aime pas le mot de résilience. Il parle de robustesse. On peut parler de force, on peut parler de puissance. Et quand je vous écoutais, moi j'ai pensé à intelligence. Il est fort possible que quand nous sommes ultra sensibles, hautement sensibles, on dit comme on veut, fort sensibles, nous déployons depuis notre naissance, peut-être même avant, nous déployons une très grande intelligence des situations, une très grande intelligence de notre corps, une très grande intelligence de la relation à l'autre. Et que pour nous en sortir, nous avons besoin de développer cette connaissance de nous-mêmes, du monde qui nous entoure et de la relation avec les autres. Donc voilà, c'est votre expérience qui prime. Après, on met les mots qu'on veut dessus. Merci. Là, je vois là. Tout d'abord, je vous remercie, c'était vraiment très intéressant. Merci. Moi, ça m'a fait penser à ma fille qui a 19 ans et qui a développé une maladie chronique inflammatoire. Et je me questionne justement par rapport à ce que vous avez dit, si justement les ultra-sensibles ne seraient pas sujets à développer des pathologies cérébrales. Est-ce que dans vos recherches, vous êtes tombé sur ce genre de cas de figure? Alors, merci pour la question, elle est très importante. En francophonie, pendant longtemps, nous avons répondu oui. Parce que, empiriquement, nous avons observé qu'effectivement, dans la population ultrasensible, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies orphelines, des maladies auto-immunes, des fibromyalgies et des maladies inflammatoires, etc. Donc nous avons répondu oui. Puis récemment, par prudence, parce que récemment, tous les chercheurs internationaux, on essaye d'être encore plus précis sur ce qu'est la haute sensibilité, parce qu'il y a eu des amalgames, mais on ne pouvait pas faire autrement au départ. Nous ne le disons plus, parce qu'en fait, nous ne savons pas vraiment. Même si, empiriquement, on peut le constater, on ne sait pas si c'est lié directement à la haute sensibilité ou pas. Si c'est lié, il est possible que ça renforce ce phénomène, mais surtout que ça rende difficile de vivre la maladie, parce qu'on ressent tout plus fort. Alors, c'est à vous de voir avec votre fille ce qui relève de sa haute sensibilité ou pas, comment vous pouvez l'aider encore plus qu'un autre enfant ou qu'un autre enfant, parce qu'en plus elle est ultra sensible. Et puis chercher du côté de l'alimentation, du côté de l'environnement, du côté de l'eau que vous buvez, etc. Parce qu'il y a maintenant, on connaît maintenant des régimes anti-inflammatoires, et dans ces maladies-là, c'est très important. Ça joue un rôle non négligeable pour temporiser le terrain ou changer le terrain, mais parfois même pour sortir de la maladie, pour guérir. Je crois qu'il y avait une question là. Non ? Merci. Avec joie. Passionnant. Merci. Et j'en profite par rapport à l'autisme. Il y avait l'autisme extérieur, et puis maintenant c'est trouble du spectre de l'autisme. Et pour vous, les gradients de la haute sensibilité, c'est quoi les marqueurs en fait d'un côté ou de l'autre par rapport à l'empathie, l'hyper-empathie ou le manque d'empathie? Oui, là encore, question difficile. Je suis moi-même ultra sensible et proche du spectre autistique, ce qui ne rend pas la vie facile, surtout quand il y a du monde. Mais bon. Donc là encore, pendant longtemps, on a fait un lien très, très net entre l'autisme et l'ultrasensibilité. Et c'est vrai que chez mes patientes et patients qui sont soit autistes, soit qui ont des enfants autistes, on note une sensibilité extrêmement élevée chez les autistes, quel que soit le degré d'autisme, extrêmement élevé. Effectivement, la différence va être du côté de l'empathie. Alors,
pendant longtemps, on a dit que les personnes autistes n'étaient pas capables de lire les émotions, de comprendre les émotions des autres, et qu'elles ne faisaient pas preuve d'empathie. Je n'ai pas dit qu'elles n'avaient pas d'empathie, qu'elles ne faisaient pas preuve d'empathie. Il se trouve que maintenant, le discours a changé, justement avec la compréhension du système nerveux autonome. Quand un enfant ou un adulte autiste sature, il ne peut pas faire preuve d'empathie, et son système nerveux va plutôt le figer ou soit l'immobiliser, soit le mobiliser très très fort dans la violence, et ne peut pas prendre le temps de comprendre les émotions des autres. Donc il est fort possible que les autistes soient des ultrasensibles, c'est-à-dire des ultrasensibles particulièrement sensibles, plus sensibles que les ultrasensibles, et que c'est leur saturation qui fait qu'à certains moments, ça disjoncte à un endroit ou à un autre, soit au niveau du cerveau, soit au niveau du système nerveux, et que les réactions sont celles qu'on connaît, qui sont très spectaculaires, et que dans ces cas-là, ils ne peuvent pas faire appel à leur empathie ou leur compréhension des émotions. Et je trouve que cette vision des choses est beaucoup plus humaine, et d'ailleurs avec les patients autistes et les parents d'enfants ou d'adolescents autistes, cette compréhension les aide énormément à s'accepter soi-même ou accepter leur enfant dans les moments de crise. Voilà, on en est. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Est-ce que vous pensez que, suite au confinement, la maturité dans la sensibilité chez les enfants a pu être retardée? C'est une question épineuse. C'est une question très importante. Et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, au risque de bousculer certaines conceptions. Au tout début de la pandémie, quand elle est arrivée en Europe, ça n'était pas un hasard de mon point de vue, je pense que le ciel fait bien les choses. J'ai été interviewé, j'étais en Hollande et c'est là que j'ai attrapé le Covid. Moi j'ai eu un Covid long, c'était tout début mars 2020. J'ai été interrogé par une journaliste du Monde sur le contact, le besoin de contact. Et je me souviens lui avoir répondu, l'article est toujours disponible en ligne, lui avoir répondu que nous, les humains, nous avons un besoin essentiel, fondamental de contact. Et que donc tout ce qui va nous priver de contact, les masques, la distanciation sociale, les confinements, va à l'encontre de la santé mentale, de l'équilibre, de l'harmonie, etc. et de notre humanisation. Voilà. Après, les décisions ont été celles qu'elles ont été. Bon. Mais mon point de vue de psychologue et de chercheur, c'est ça. Ce qui fait que les confinements, certaines personnes les ont bien vécus, d'autres moins bien. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes n'ont pas forcément bien vécu les confinements. Les confinements, qui ont été longs, ont eu un impact sur notre santé mentale. Quand on est un adulte qui est déjà construit, ça nous frustre, enfin, sauf ceux qui étaient à la campagne et qui le vivaient très bien, hein. Mais sinon ça nous frustre, c'est difficile, on est impatient, on a envie que la vie reprenne, on fait des projets pour l'avenir, etc. et on s'en sort. Les bébés, les enfants et même les adolescents vont vivre un manque de relations qui va avoir un impact différent d'un enfant à l'autre et suivant l'environnement, suivant comment il a été accompagné. Et je dirais que là, la sensibilité avantageuse, elle a joué très fort pour ces enfants et ces adolescents en fonction de l'environnement. S'ils étaient compris, soutenus, etc., ou dans des conditions matérielles plus favorables, il y a des enfants et des adolescents qui ont mûri pendant les confinements. Et d'autres qui, au contraire, sont dans ce qu'on appelle une déprivation en psychologie, c'est-à-dire qu'un manque grave qui s'installe. Et quand on est en déprivation, ça a eu un impact sur le développement du cerveau, sur le développement du système nerveux et donc de la relation avec les autres. Il est donc possible qu'il y ait des enfants et des adolescents qui aient été freinés
dans leur maturité sociale, dans toutes ces compétences affectives dont on parle et qui sont tellement importantes. On le sait maintenant dans les recherches sur l'éducation, que ce sont les compétences neuroaffectives et les compétences sociales qui sont plus importantes que les compétences intellectuelles, et que c'est ça qui devrait être le plus développé à l'école. Il est donc possible que certains enfants et adolescents n'aient pas pu suffisamment développer ces compétences, ces qualités à ce moment-là. Sauf que la bonne nouvelle tout le temps, moi je suis un spécialiste du traumatisme et des traumatismes graves, des catastrophes, rien n'est jamais figé, définitivement perdu. On peut aider les enfants et les adolescents à redévelopper une bonne maturité pour eux-mêmes, une bonne maturité affective et relationnelle. Okay. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.